Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 décembre, il est 18 h et c'est donc l'heure pour un nouveau numéro de C'est à nous. Notre première invitée se trouve toujours aux premières loges des conflits géopolitiques grâce à son métier. Elle voyage aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, elle est avec nous. Elle va vous faire voyager en toute sécurité. Malia Coutan, mesdames, messieurs. Avec nous également, une femme capable de vous parler de l'Afrique pendant des heures. Cette étudiante chercheuse connaît tous les secrets du continent souvent surnommé berceau de l'humanité. Elle est avec nous, c'est Claire Langagne. Et puis enfin, notre tour d'horizon ne serait pas complet sans notre chroniqueuse, reconnue pour ses talents d'analyse sur l'Amérique du Sud. Elle enchaîne les plateaux en France et à l'étranger. On a réussi à l'intercepter juste pour vous ce soir. Victoria Solano, mesdames, messieurs. Au sommaire de cette émission, nous parlerons donc de l'immersion de Malia au sein des Rohingyas. Victoria décryptera pour vous la montée de la droite et de l'extrême droite en Amérique du Sud. Et puis enfin, Claire discutera avec nous du rapport de restitution du patrimoine africain demandé par Emmanuel Macron. C'est donc le moment, mesdames, de passer à table. Bienvenue à table, mesdames, bienvenue dans C'est à nous. Bon, il y a des habitués comme vous, Victoria. On va donner la parole d'abord à Malia. Malia, vous donc, qui êtes reporter de guerre, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Exactement. Bonsoir Malia, tout d'abord. Bonsoir. Donc vous venez tout juste d'Asie, et plus précisément de Birmanie, où vous avez suivi des Rohingyas en immersion. Complètement, voilà, j'ai décidé de m'intéresser, on va dire, à cette population, notamment par rapport à la situation dans laquelle on évolue et dans laquelle on vit. Je pense que ça fait à peu près environ 1 an maintenant qu'on sait ce qui se passe en Birmanie, qu'il y a une crise migratoire qui est très importante. Mais voilà, moi j'ai vraiment souhaité aller un petit peu plus loin vis-à-vis, on va dire, des images qu'on peut connaître qui sont atroces, pour vraiment me concentrer en fait sur cette crise et sur ce peuple. Vous êtes resté plusieurs mois avec les Rohingyas. Exactement. Ça ne nous a pas fait peur? Alors, peur non, dans le sens où voilà, j'avais une bonne équipe, il faut dire aussi, j'étais pas toute seule à tourner ce reportage, donc on était plusieurs. Ça a été un réel avantage. Ça a été une expérience extraordinaire, c'est vrai que j'ai plusieurs fois couvert l'Asie. Bien sûr. Mais voilà, dans le sens où là, j'étais avec cette minorité donc musulmane qui est, je pense peut-être le rappeler pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, vraiment chassée de Birmanie. Notamment parce qu'on leur reproche d'avoir sympathisé, d'avoir trahi le gouvernement birman avec l'ancien colon britannique, et qu'aujourd'hui, donc le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, on les accuse d'être proches de l'État islamique, et en ce sens, ils sont totalement chassés et mis dehors. Le souci, c'est que il y a plusieurs portes de sortie pour fuir, dont le Bangladesh. Et alors, moi, justement, c'est ce qui m'a intéressée, c'est de voir que cette migration qu'on pense à la base culturelle, ethnique, elle a aujourd'hui un autre impact. Et en tant que journaliste, moi, c'est ce que je voulais montrer. C'est des sujets qui sont quand même assez peu traités. Exactement. Comment vous avez eu l'idée de faire ce reportage? Eh bien, justement, parce que dans la période à laquelle on vit, j'ai vu qu'il y avait des... Alors, je pense que c'est mes collègues ne diront pas le contraire, mais qu'il y a des crises migratoires partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique. Et en Asie, on en parle un petit peu moins. Sauf qu'en fait, cette crise migratoire, elle est liée à quelque chose qui est très actuel, c'est l'environnement. En fait, il y a de nouvelles problématiques géopolitiques qui s'accélèrent. Et on sait par exemple que le peuple Rohingya qui fuit vers le Bangladesh, ça ne va pas être possible parce qu'on pense que d'ici 2050, il va y avoir une montée des eaux très importante. Et je pense que, sans dire de bêtises, au vu des spécialistes que j'ai rencontrés, on aura à peu près 26 millions de personnes qui seront les pieds dans l'eau face aux barbelés. Et donc ça pose une réelle question de comment les accueillir, parce que le Bangladesh est le pays musulman, l'un des pays les plus musulmans au monde, qui entoure la Birmanie. Donc les Rohingyas se retrouvent dans ce peuple-là, et si on ne les accueille pas au Bangladesh, on va où? En Inde. Sauf qu'en Inde, à partir de ce moment-là, on a un réel problème, c'est qu'on n'en veut pas parce que voilà, il y a une majorité de personnes qui ne sont pas musulmanes, donc on fuit, ils ne sont pas bien accueillis. L'Inde a déjà un gros problème démographique à l'heure actuelle, donc ça pose vraiment de réelles nouvelles problématiques, et d'où ce reportage où j'ai essayé d'axer vraiment non pas sur comment régler la question de la migration, parce que c'est pas mon rôle en tant que journaliste, mais vraiment d'orienter ça en disant quel avenir se dessine et pourquoi à l'heure actuelle on en est aussi arrivé là. Vous appréciez les sujets sur l'Asie, manifestement. Vous aviez fait un sujet sur le conflit qui oppose Taïwan à la Chine. Encore un sujet sur l'Asie. Pourquoi ce continent a-t-il autant votre curiosité? Alors, il suscite ma curiosité parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup du Moyen-Orient, de l'Afrique, mais alors, je pense qu'il y a de très bonnes raisons, c'est sûr.
Mais l'une notamment, c'est qu'en Asie, en fait, il y a une mentalité qui est totalement différente de la mentalité occidentale. Et on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai que l'Asie repose vraiment sur deux grands principes qui sont, un, l'équilibre, et deux, vraiment sur la durée. On a vraiment une notion du temps qui est totalement autre que chez nous, en fait. C'est culturel, ça, je crois. C'est exactement ça, c'est culturel. Et pour y avoir vécu quelques temps et pour avoir du coup passé plusieurs reportages là-bas, il y a une notion qui est très différente. Alors ça peut être aussi dans le business, hein. Mais alors vous parliez donc de mon reportage sur Taïwan. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, en fait, c'est de voir que ça fait un peu plus de 40 ans qu'il y a de vrais enjeux géopolitiques entre la Chine et Taïwan. C'est assez surprenant quand même, parce que Taïwan, c'est une petite île. Est-ce qu'elle peut vraiment concurrencer des grands comme la Chine? Eh ben oui, justement, c'était exactement le sujet du reportage. C'est pour montrer, alors déjà que ça fait des années qu'ils se disputent pour savoir qui est la véritable République de Chine. Donc aujourd'hui, on sait que c'est la Chine qui l'a emporté pour plein de raisons politiques et financières également. Mais en fait, c'est une petite île qui se trouve dans la mer de Chine et qui a une position très très importante parce qu'elle est sur un axe maritime aussi bien intéressant d'un point de vue militaire que géostratégique, géopolitique, mais également pour le business et tout ce qui est l'économie. Donc c'est tout à l'avantage de la Chine que d'essayer de l'avoir. Et donc il y a une vraie lutte entre Taïwan et la Chine, parce que Taïwan se trouve entre une guerre qui oppose deux grands géants, qui sont la Chine et les États-Unis. Et du coup, quelles leçons vous avez tirées de ce reportage? Les leçons que j'ai tirées, je dirais que je pense que la Chine, alors ça reste bien sûr, très personnel, bien sûr, mais c'est aussi l'importance d'aller sur le terrain, c'est aussi se faire une opinion qui vous est propre, je crois. Exactement. Et donc moi je pense que la Chine va réussir sans aucun souci à récupérer Taïwan. Pour plein de raisons, parce qu'on est dans une ère où en fait elle est de plus en plus présente, notamment sur les théâtres de guerre. Et que ce soit aussi, d'ailleurs je pense que vous pouvez le voir clairement au niveau de l'Afrique et pour le commerce. La Chine est omniprésente et va réussir, elle a l'habitude d'osciller entre deux phases, donc avec un élargissement territorial et un démantèlement. Et là, elle va réussir son élargissement territorial. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Merci Malia Coutan, merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. On va changer de continent, on va aller du côté de l'Amérique du Sud, on va rejoindre Victoria. Victoria, vous êtes spécialiste de l'Amérique du Sud, bonsoir. Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Alors, on va à nouveau parler de votre continent fétiche, mais pourquoi parler de ce continent? Voilà, on va parler de l'Amérique latine donc ce soir. Donc tout d'abord, l'Amérique latine, c'est toute la partie de l'Amérique dans laquelle les pays ont pour langue officielle l'espagnol, le portugais avec le Brésil et le français avec Haïti. Du point de vue géographique, l'Amérique latine, elle va du Mexique jusqu'à la Terre de Feu. D'accord, donc bon, tout le monde ne connaît pas ce territoire aussi bien que vous. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'Amérique latine Amérique latine? Alors l'Amérique latine, l'expression Amérique latine a été utilisée pour la première fois par le poète colombien José María Torres Caicedo en 1856 et par le socialiste chilien Francisco Bilbao. Puis ensuite, elle a été réutilisée par les Européens et les Français à l'époque de Napoléon III. Et le but était de différencier les racines anglo-saxonnes, les États-Unis et le Canada, et les racines latines. J'imagine qu'on a une actualité riche dans ces pays, souvent des conflits. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Amérique latine? Alors depuis le milieu des années 2010, on a observé une montée de la droite et de l'extrême droite en Amérique latine. C'est une montée historique car ces pays ont longtemps été à gauche. Ça a commencé d'abord en 2015 en Argentine avec l'élection de Mauricio Macri, qui est le premier chef de l'État du pays élu démocratiquement à ne pas être issu des partis radicaux. La même année, au Venezuela, on a pu observer également la défaite du camp chaviste aux élections législatives. Ça s'est poursuivi en 2016 en Bolivie. La gauche a voulu réformer la constitution, mais la population a rejeté cette demande. Ensuite, en 2017, Sebastián Pinera a mis fin à 20 ans de pouvoir de centre-gauche en remportant les élections présidentielles chiliennes. Cette ascension de la droite s'est poursuivie cette année en Colombie et au Paraguay, où la droite s'est imposée avec respectivement Iván Duque et Mario Abdo. Puis, fin octobre, on le sait tous, l'extrême droite, l'ex-militaire d'extrême droite Jair Bolsonaro a remporté les élections brésiliennes. Ouais, c'est une ascension assez fulgurante de la droite depuis 2015, comme donc, vous l'avez expliqué. J'ai envie de me tourner vers vous, Claire, vous qui êtes spécialiste de l'Afrique. Est-ce qu'en Afrique, on a vu de tels scénarios? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas cette notion de gauche et de droite.
qui est assez occidentale. En revanche, effectivement, il y a des partis que nous, occidentaux, on pourrait qualifier plus à gauche ou plus à droite. Et effectivement, l'Afrique a connu des gauches très fortes, par exemple si on fait référence à la figure de Thomas Sankara. Mais il faut toujours avoir en tête que l'Afrique, elle a quand même un schéma politique assez différent. Par exemple, les pays sont dirigés par des élites locales, le pouvoir se transmet un petit peu par la famille, mais il ne faut pas réduire l'Afrique à ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi différents partis. Et oui, effectivement, l'Afrique a connu des basculements, mais pas tels que l'Amérique latine actuellement. Et en revanche, je suis d'accord avec ce que disait Victoria. Jair Bolsonaro, il illustre vraiment la crise économique et sociale du Brésil, et je dirais même plus largement la crise économique qu'est en train de connaître l'Amérique latine. Et d'ailleurs, seule l'élection d'Obrador au Mexique en juillet 2018 semble aller à l'encontre de cette dynamique régionale. Oui, c'est tout à fait vrai. Victoria, je reviens vers vous. Donc, est-ce qu'on peut parler, selon vous, du retour d'un leader charismatique, un peu comme on avait avec Bolivar pendant le 19e siècle? Effectivement, oui, on peut comparer ces présidents à Simón Bolívar, qui est le grand-père fondateur de l'Amérique latine indépendante. C'est la référence du nationalisme latino-américain. Il entretenait le culte de la personnalité comme les présidents actuels en Amérique latine. Il s'est beaucoup inspiré de la Révolution française. En revanche, Bolivar voulait créer une grande nation et réunifier toute l'Amérique hispanophone dans un même État, ce qui n'est pas la volonté des présidents actuels. Des leaders charismatiques, on en a aussi en Asie, évidemment. Je me tourne vers vous, Malia. Oui, vous avez sans doute des exemples peut-être à mobiliser. On a eu Mao Zedong, par exemple. Oui, voilà, par exemple, qui reste encore des figures très importantes. Mais c'est vrai que pour rebondir sur l'Amérique latine, je pense qu'il y a de gros enjeux qui vont jouer dans les prochaines années, notamment avec l'élection de Bolsonaro qui est apparue et la crise migratoire. On en revient toujours un peu à la migration, mais je pense que c'est un peu la problématique du XXIe siècle que la migration et que toutes les images terribles aussi qu'on peut voir à l'heure actuelle, des gens qui fuient vers les États-Unis, et cette montée de l'extrême droite qui est, je pense, à ne pas prendre à la légère. Bien sûr. Vous, en tant qu'experte, Victoria, vous allez souvent sur place, vous avez cette chance. Comment est-ce que vous expliquez la montée de la droite et de l'extrême droite? Effectivement, pour m'être rendue plusieurs fois sur place au Brésil et en Argentine par exemple, j'ai observé un véritable ras-le-bol de la population. Le pouvoir d'achat ne fait que baisser, là, il y a une montée de la violence et de l'insécurité. Oui, c'est vrai que l'Amérique du Sud et certains de ces pays sont connus pour le trafic de drogue, les gangs. J'imagine que vous l'observez, ça, quand vous y allez. Oui, tout à fait. Les favelas sont sous contrôle des gangs. Dans ces pays, les inégalités entre les riches et les pauvres sont énormes. C'est là où les évangélistes entrent en jeu. Ils ont une influence très importante au Brésil et en Amérique latine en général. Et c'est surtout un soutien très important de Bolsonaro, qui est conservateur. D'autant plus que la parole des évangélistes est souvent relayée par les joueurs de foot, les célébrités locales. Tout à fait, comme Neymar. Oui, Neymar, oui, en France, ouais. Tout à fait. Ouais. Enfin, la raison majeure, peut-être sûrement, c'est la corruption. Et là, on pense à Lula, à Dilma Rousseff. Ce sont deux figures majeures de la gauche au Brésil. Après ces deux affaires, la population a voulu un changement radical et a donc décidé de voter pour le camp le plus extrême, donc l'extrême droite, après un ras-le-bol général. Et ce schéma, on le retrouve dans toutes les sociétés en crise où la population vote pour le parti le plus à droite. On l'a vu d'ailleurs parce que la personne qui était censée représenter, suivre les rênes du gouvernement qui avait été mis en place au Brésil a totalement été effacée. Ouais. Je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'était Fernandez ou Hernandez, mais je pense que très peu se rappellent encore vraiment parce que ça n'a pas, ça n'a pas eu, ça n'a pas soulevé les foules. Il a vite été oublié. Très vite, oui. C'est vrai. Merci Victoria, merci Malia. Vous restez bien avec nous, bien sûr, pour la suite de ce repas. On va se régaler. On va prendre l'avion et on va se déplacer en Afrique tout de suite. On va rejoindre donc Claire. Claire, vous êtes spécialiste de l'Afrique. Vous êtes doctorante en histoire de l'Afrique, plus précisément. Bonsoir Claire. Bonsoir Alexis. On va parler du 23 novembre dernier. Le 23 novembre dernier, l'historienne de l'art Bénédicte Savoy et l'écrivain sénégalais Felwine Sarr remettaient à Emmanuel Macron un rapport sur la restitution du patrimoine africain. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce rapport a été, comme vous l'avez justement dit, demandé par Emmanuel Macron. Et ça a été fait il y a presque un an jour pour jour lors d'un discours à Ouagadougou, donc la capitale du Burkina Faso.
Et ce discours a représenté vraiment une étape majeure dans la tournée africaine d'Emmanuel Macron qui a beaucoup fait parler, puisque le président de la République a tenu un discours de rupture avec la France-Afrique qui a été établi par ses prédécesseurs. Et dans son discours, il n'y avait non plus cette relation de dominant et de dominé. La France ne se positionnait plus en donneur de leçons, mais c'était vraiment un discours de gagnant-gagnant. Et donc cette restitution, c'est vraiment le premier acte concret, un an après les engagements d'Emmanuel Macron par rapport aux relations franco-africaines. C'est une restitution qui est historique, hein, manifestement. On n'a pas vu de choses semblables par le passé. C'est un des premiers présidents à faire ce genre de choses, Emmanuel Macron. Oui, c'est un des premiers présidents à faire ce genre de choses, mais les relations franco-africaines sont anciennes. Donc on se souvient du discours de Nicolas Sarkozy en 2007 à Dakar, où il disait que, si je ne dis pas de bêtises, il disait que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Et donc c'est là où Emmanuel Macron se démarque, parce qu'il veut vraiment mettre l'Afrique au devant de la scène, en se positionnant vraiment différemment des autres présidents, puisqu'il tient un discours de réconciliation et de reconnaissance. Et donc voilà, cette restitution, elle a vraiment une dimension très symbolique. Et ce qu'il ne faut pas oublier, on l'a vu récemment dans l'actualité, c'est que par rapport à cette colonisation, qu'Emmanuel Macron a même qualifié de crime, donc c'est un mot très fort qui veut dire beaucoup de choses. Emmanuel Macron, voilà, il est en train de nous montrer plusieurs actions qui vont dans ce sens de reconnaissance et de réconciliation avec ce passé colonial un peu difficile à assumer pour la France. Récemment, il a reconnu l'implication de l'État français dans la disparition de Maurice Audin pendant la guerre d'Algérie. Tout à fait. Et là, les gens entendent un petit peu qu'ils se positionnent par rapport à l'attitude de l'armée française pendant le génocide rwandais. C'est très intéressant ce que vous dites, Claire. Mais derrière cette position inédite d'Emmanuel Macron qui prône une volonté d'une sorte d'Afrique plus dépendante, il ne faut pas oublier tous les intérêts qui se jouent derrière, et ce depuis des siècles. Et quelque part, je pense que l'Afrique est et sera toujours liée à la France. Vous, Claire, comment est-ce que vous expliquez ce choix? C'est un choix inédit, donc des intérêts un petit peu cachés, comme l'a expliqué Victoria. Et effectivement, il y a des intérêts. Il ne faut quand même pas oublier que la France, par exemple pour le pétrole, elle se sert essentiellement au Nigeria. Elle exploite aussi énormément de ressources minières dans différents pays. Donc c'est tout à son intérêt d'avoir un petit peu cette belle image par rapport au continent africain pour pouvoir un peu garder la mainmise. Et ça non plus, c'est pas nouveau. Et ce qui n'empêche pas que militairement, on est aussi très présent. Je crois qu'on est, Bien si sûr. ce n'est la France est le pays le plus présent en Afrique. Est-ce que c'est une présence qui dérange en Afrique? Alors, c'est pas une présence qui dérange. En revanche, dans le discours de la jeunesse africaine, on voit que c'est différent. La jeunesse africaine, elle a vraiment cette volonté d'indépendance. Elle veut vraiment cette rupture concrète, parce qu'elle n'est pas dupe, cette jeunesse africaine. On évoque vraiment ce désir d'indépendance, mais dans les faits, c'est pas vraiment ça. L'Afrique, elle est toujours liée à la France, puisque la France garde un petit peu le silence sur toutes les choses un peu sombres qui peuvent se passer sur le continent. Et pour pouvoir maintenir ses accords et garder la mainmise sur les richesses qu'elle pille un petit peu en silence. Et ça, ça remonte à longtemps, puisque quand il y a eu le bicentenaire de la Révolution, donc en 89, voilà, dans les esprits, on voulait vraiment la liberté, on voulait la fin de toutes ces dictatures africaines. Donc François Mitterrand avait organisé ce grand forum France-Afrique à La Baule, en tenant ce discours. Voilà, il a mis dans la balance le soutien politico-financier face à l'ouverture politique, au multipartisme, au multiculturalisme en Afrique. Et il a même mis un ultimatum aux dirigeants africains, puisque l'Afrique, c'est pas un tout unique, on parle quand même de 54 pays distincts, en leur disant, si vous ne vous ouvrez pas, on va couper vos aides. Donc ça, c'est une preuve que l'Afrique est et à mon sens sera toujours un petit peu liée à la France, puisque dans les faits, cette ouverture démocratique n'a pas vraiment eu lieu.
il y a toujours ces dictatures. Est-ce qu'elles disparaîtront ? Je ne pense pas, puisqu'elles sont vraiment inscrites dans l'identité de l'Afrique. Mais il ne faut vraiment pas réduire l'Afrique seulement à ça, puisqu'il y a cette dépendance réciproque. Enfin, une dernière question, parce qu'on va devoir rendre l'antenne, malheureusement. On aimerait rester des heures à parler avec vous. Est-ce que, selon vous, la stratégie d'Emmanuel Macron fonctionne pour l'instant en Afrique ? Ou c'est trop tôt pour le dire, peut-être ? Alors déjà, si cette stratégie fonctionne, on n'a pas vraiment vu de choses concrètes. Là, cette restitution d'œuvres, c'est le premier acte concret après tous les engagements qu'a pris Emmanuel Macron. En revanche, est-ce qu'elle fonctionne ? On a vu que récemment, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est déplacé en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, en sortant, on va dire, des gros chèques de millions d'euros à l'Afrique, pour que, par exemple, au Sénégal, il y ait des écoles contre la cybercriminalité qui s'ouvrent. Mais ça, c'est pas nouveau de la politique d'Emmanuel Macron. Je crois que même la politique de François Hollande avait commencé à fournir des aides comme ça. Effectivement, donc c'est un peu d'ailleurs le schéma qui se produit avec... Dans le prolongement peut-être, tout simplement. Bah, c'est un peu le prolongement c'est un peu ce qui se passe avec la Chine. On parlait de France-Afrique, maintenant on parle de Chine-Afrique. Est-ce que ça fonctionne ? Pour en revenir à cette jeunesse africaine, elle est un petit peu... sur ses gardes par rapport à ça, parce qu'elle sait très bien l'intérêt de tous ces pays occidentaux sur ces terres, et elle a vraiment ce désir de panafricanisme, c'est-à-dire de ne pas s'ouvrir autant que les dirigeants le veulent pour leur intérêt personnel. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup mesdames, c'est malheureusement la fin de cette émission, merci d'avoir été avec nous, et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain numéro de C'est à nous.